Est-ce qu'il est nécessaire de montrer aux hommes l'enfer pour qu'ils croient un peu en leur bonheur? Ah. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, on s'attaque à un film totem du cinéma d'horreur, un film qui a traumatisé toute une génération de jeunes cinéphiles qui sont tombés de manière innocente sur la VHS dans leur vidéoclub, et qui a totalement transcendé son statut de film d'exploitation pour devenir un des films d'horreur les plus connus du monde. C'est bien sûr Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Les hommes que vous allez voir être mangés sont les mêmes hommes qui ont tourné ces séquences incroyables. T'es prêt, Alan? Je tourne. Oh mon Dieu, non. C'est inimaginable. C'est horrible. Je ne peux pas comprendre la raison d'une telle cruauté. Vous aurez du mal à croire ce que vous allez voir. À croire ce qui est arrivé. Cannibal Holocaust. Un film qui vous conduira au milieu de l'Amazonie, dans ce que l'on appelle l'enfer vert. Cannibal Holocaust, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film monté en deux parties. La première, où une expédition de secours part dans la forêt amazonienne pour retrouver un groupe de jeunes journalistes qui ont disparu, dont ils ne retrouveront pas grand chose si ce n'est que des bouts de cadavres et des bobines de pellicule. Et la deuxième partie du film, c'est le visionnage de la fameuse pellicule filmée par les journalistes pour éclairer l'expédition de secours et le spectateur sur leur disparition. C'est un film qui a été longtemps censuré, interdit aux moins de 18 ans, qui a acquis la réputation d'un des films les plus trash jamais sortis au fil des années, et qui s'inscrit dans le sous-genre des cannibal movies qui ont inondé les salles et les vidéoclubs à la fin des années 70 et le début des années 80. Et il faut en parler 2 secondes de ce genre, car il a une particularité, et c'est l'instant où il faut faire, je pense, un petit disclaimer, c'est que les films de cannibales italiens, dont Cannibal Holocaust, mettent en scène de la cruauté animale. L'idée du réalisateur, c'était que si les meurtres d'animaux étaient réels, le spectateur allait par conséquent aussi croire au meurtre des protagonistes dans le film. C'est un move de pur film d'exploitation pour choquer rapidement et avoir une scène trash facilement. On va y revenir dans nos critiques, parce qu'on peut pas ne pas en parler, mais on tenait à dire évidemment qu'en aucun cas on valide ça, évidemment. Et c'est même en partie à cause de ce genre de choix qu'on a décidé de revenir sur le film. Mais trêve de blabla, je suis Romain Plourde de l'émission Le Bistrot sur Filmo, et pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Et Dario du podcast Plan Plan. Salut. Comment est-ce que vous avez rencontré Cannibal Holocaust dans votre vie de cinéphile ? Alors moi je le connais depuis, je dirais pas depuis que je suis gamin, mais j'avais vu le titre passer un bon paquet de fois dans les magazines que je lisais, que ce soit Mad Movies ou autre. Je l'avais vu passer, je crois qu'il était sur une diffusion sur Canal+. Je l'avais vu forcément quand j'allais dans les vidéoclubs. Et pour moi, c'était le film horrible, absolu, indépassable, que je ne verrai jamais de ma vie parce que, encore une fois, quand j'étais gamin, tout ce qui était film un peu gore, ça me plaisait vraiment pas. Et je me suis dit, mais jamais je verrai ce truc, quoi. Et donc, j'ai mis très, 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 très longtemps, en fait, à sauter le pas. Et j'ai dû le voir, j'avais peut-être une vingtaine d'années, je vais avoir 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, putain, je me rappelle, clairement, il y a un avant et un après. On parlera, je pense, après de cette réputation, si elle est fondée ou non. Mais par contre, c'est encore une fois, je pense, 40 ans après, un des trucs les plus horribles dans tout ce qui a été fait dans le cinéma d'horreur fin 70, début 80, quoi. Enfin. Amélie, de ton côté, toi ? Oui, effectivement, c'est un film qu'on voit revenir très souvent. On compare beaucoup de films à Cannibal Holocaust, c'est un film qui revient souvent, c'est un film qui est connu comme quelque chose de très difficile à regarder. Donc, à un moment, quand tu t'intéresses aux films d'horreur, il y a un moment de ta cinéphilie où tu te confrontes au truc. Moi, à l'époque, j'habitais toute seule dans un petit appartement et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je me fais Cannibal Holocaust. Il faut que j'y passe, quoi. Et j'avais très peur parce que je me demandais jusqu'où ça va et j'avais très peur de me confronter à des limites. En fait, ça va, c'est un film que en plus j'aime bien. Mais j'ai été pas déçue, mais je me suis dit, ah oui, c'est pas. Enfin,
ça allait par rapport à mes propres limites. Je dis pas que ça va pour tout le monde, hein. Je dis juste que Bien sûr. moi, je m'attendais à un truc qui allait me mettre plus à mal et en fait, ça va. Il y a seulement la première scène de viol sur la plage là où celle-ci, dans mon souvenir, elle était très très longue parce que je pense que j'ai eu beaucoup de mal à la voir jusqu'à la fin. Et en revoyant le film, là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas aussi longue que dans mon souvenir, mais effectivement, la première fois que j'ai vu ce film, cette scène-là en particulier est restée longtemps dans ma mémoire, alors que le reste, le Ça reste un cannibalisme viol. et tout ça, voilà, ouais, c'est bien sûr. Et surtout celui-ci, il est, je sais pas comment dire, Bah, tu le vois bien. il est long, il est frontal, voilà, C'est ça. c'est ça. Et en plus, il est, Il est il crade. montre il est crade, il montre les autochtones comme des personnes particulièrement violentes. Ça aussi, on va y revenir sur l'image des autochtones dans ce film. Mais voilà, c'était la scène qui m'était restée. Bah, je suis totalement d'accord avec vous deux. En fait, ma rencontre avec le film, c'est un mélange entre vos deux avis. Moi, je suis plus jeune que toi, Mathieu. Du coup, désolé, on a 30 ans qui nous séparent. Mais du coup, quand moi, j'ai commencé à devenir cinéphile, le film était déjà sorti en DVD. J'avais 12-13 ans. Et c'est un des premiers DVD qui avait interdit au moins de 18 ans derrière, ce qui est en fait un excellent moyen de vendre le film, puisque moi j'avais 13 ans, je me suis dit bah il faut que je le voie en fait, genre c'est le film interdit, et j'avais réussi à économiser un peu de thunes pour l'acheter à une des rares boutiques de DVD vidéo de Poitiers, et le vendeur me l'a vendu. Il en avait plus rien à foutre, il me l'a vendu, et j'étais rentré chez moi avec le DVD, désolé maman si tu nous écoutes du coup, en le planquant dans ma chambre, voilà, comme un peu l'objet interdit, en mode putain, je vais voir ce film, Comme un etc. film porno, quoi. Ouais, mais vraiment ça, voilà. Et je me le suis fait tout seul un soir à 13-14 ans dans ma vieille chambre. Et j'ai eu exactement comme toi, genre ce dégoût total, mais aussi ce côté, putain, j'ai vu Cannibal Holocaust. Tu vois, tu peux dire à tous tes potes cinéphiles dans la cour de collège, ouais, toi, t'as vu Planète Terreur, moi j'ai vu Cannibal Holocaust. Tu vois, voilà. Un vrai edgelord en puissance. Je l'ai revu plusieurs fois ce film du coup parce que comme on vous l'avait dit, c'est un des films d'horreur les plus connus, et quand tu deviens cinéphile t'as forcément un moment où tu vas te tomber dessus dans une discussion, dans une projection ou quelque chose comme ça. Je garde mon avis pour plus tard parce qu'en fait il y a un avis qui a beaucoup évolué au fil des années, mais moi j'aime beaucoup en fait ce côté j'ai dit dans l'introduction, mais un totem en fait. Ce film, on l'a tous vu quelque part, que ce soit en VHS, pour peut-être les plus âgés qui nous écoutent, une VHS qui est devenue culte aussi, qui est magnifique avec sa grosse tête de mort dessus. Mais l'objet qu'est ce film, moi, me fascine. On a tous une histoire autour et c'est grave bien. Lily, tu l'as rencontré comment toi ? Alors moi je savais ce que c'était, voilà, j'en avais entendu parler bien sûr, parce que comme tu l'as dit, bon, c'est un peu un incontournable des films d'horreur. Mais je voulais pas le voir parce que il y a des vrais meurtres d'animaux dedans, donc voilà, c'était compliqué pour moi. Du coup, je l'ai vu pendant le confinement, déjà sur Shadows, donc il y a seulement 2-3 ans, même pas. Effectivement, les scènes, moi c'est les scènes de violence animale, pour moi c'est terrible. C'est vraiment ma limite, ça me trigger. Bien sûr. Et moi je suis très sensible à la cause animale, j'ai bossé dans une association de protection animale, je suis végétarienne. Donc, ouais, pour moi, c'est insoutenable. Au nouveau visionnage, j'ai détourné le regard pendant tout le dépeçage de la tortue. Je pouvais pas. D'autant que je trouve que même avec le plus fauché des budgets, on arrivait très bien à faire des effets spéciaux pratiques convaincants à l'époque. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même une part de cruauté, de sadisme, que ce soit envers les animaux et les spectateurs, comme tu le disais, parce qu'il y a vraiment une volonté de mettre à mal le spectateur. Mais pourtant... Bien sûr. Mais pourtant, j'aime beaucoup ce film et je trouve que le propos est pas si gratuit que ça. C'est tout le côté paradoxal, en fait. C'est bien que tu parles de montage, tu parles de Shadows, etc. Il y a un montage qui existe sur des DVD, je sais pas s'il est sur Shadows. Aurélien, si tu nous écoutes, c'est l'instant où il faudra intervenir. Il y a des montages qui existent sans les passages de cruauté animale, pour le coup. Il y a plusieurs montages, en fait, qui existent. Il y en a un avec plus de cruauté animale, on s'en est rendu compte tout à l'heure. Pour les gros psychopathes qui nous écoutent, si c'est votre délire, on vous juge, sachez-le, mais ce montage existe. Il y a un montage, celui que nous on a vu visiblement avec Dario, où il y a 2-3 séquences assez hard, et puis il y a un montage qui est édulcoré de ce passage de 2-3 séquences choc avec des animaux. Voilà, c'était bien de le souligner. Dario, toi du coup, comment tu connais le film ? Bah alors moi, comme je suis plus jeune que tout le monde, je l'ai découvert sur internet, du coup, le film. La première fois que j'ai entendu parler de ce film, j'étais en train d'y penser là pendant que tout le monde donnait leur anecdote, c'était en regardant une vidéo de Karim Debache, je crois que c'est la vidéo sur Existence, où il fait tout un montage sur de la censure, etc. Et il fait une fausse pub à la Ghostbusters 2, et il met en avant Cannibal Holocaust en mode bah là j'ai besoin de censure. Et je connaissais pas du tout, du coup. Et le titre est resté en moi en mode
vraiment, je trouve que c'est un titre incroyable. Cannibal Holocaust, c'est vraiment le titre qui te vend une violence instantanée et du cannibalisme. Tu vois, il y a vraiment. Totalement. C'est vrai. Je trouve que le titre est trop bien trouvé. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de le voir. Je l'ai vu avant le confinement, genre 2019-2018 par là, où j'étais en train d'écrire justement un espèce de court-métrage un peu dans ce délire-là. Et je me suis dit, putain, faut absolument que je regarde Cannibal Holocaust quand même. Parce que j'aimerais bien avoir le totem de ce genre de film. Et j'étais pas du tout au fait de la vraie violence animale qu'il y a dans le film. Donc pour moi c'était une surprise. Je savais que le film c'était un truc ultra trash et qui était connu pour être très très trash, mais je savais pas du tout que les animaux, qu'on filmait des animaux mourir pour de vrai. Et du coup ça a été un espèce d'ascenseur émotionnel. Moi je me dis mais comment ils ont fait là pour faire semblant de tuer cet animal, tu vois. Non mais là l'innocence pure. Ouais, c'est genre là, non, mais c'est pas possible, là, ils ont vraiment tué l'animal. Et du coup, je me suis renseigné évidemment après, même si j'avais déjà compris au bout de 2 meurtres d'animaux que, ils ont pas survécu, les petits copains. Non, en même temps, vu ce qui se passe, voilà, la tortue, elle allait pas remarcher après ça. Ouais, mais tu sais, c'est tellement gros une tortue, je me suis dit en vrai, il y a moyen, tu fous des trucs dégueux dans une carapace de tortue, machin. Ouais. Ce qui m'a trigger vraiment, ce qui m'a dit non mais c'est pas possible, ça doit être soit le singe, soit peut-être la mygale, parce que tu sais on la voit marcher et elle se prend une espèce de gros coup de machette. C'est trop petit. Il y a pas de coupe, il y a rien. Ouais, c'est ça. Mais c'est sa volonté de toute façon de base de voir un truc quasiment documentaire en fait. C'est ça qui joue bien en fait. Mais voilà. Ok, on passe au gros morceau. Mathieu, t'en as pensé quoi? Vas-y. Alors moi, mon avis, en fait, a beaucoup évolué au fil des années parce que même si c'est pas forcément un film que j'ai vu des centaines de fois, je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû le voir 3 fois, 4 fois, et vraiment, je trouve que ça, c'est amplement suffisant, quoi. Mon avis a beaucoup évolué parce que la première fois, je le regardais vraiment comme une espèce de défi. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand t'aimes le cinéma d'horreur, Cannibal Holocaust, en fait, c'est un titre qui revient très souvent et tu choisis de te confronter un petit peu au truc, mais tu sais par avance que tu vas regarder quelque chose que tu pourras peut-être pas forcément supporter, quoi. Donc, je dirais pas que le visionnage s'est forcément bien passé, parce qu'encore une fois, les scènes de cruauté animale sont juste indéfendables et dégueulasses. Mais je m'attendais entre guillemets en fait à pire, même si encore une fois ce que j'ai vu était absolument infect. Mais j'ai retenu en fait que le côté gore, dégueulasse, choquant. Voilà. Et après, c'est au fil des visionnages suivants que cet aspect gore, dégueulasse, ce pourquoi j'étais venu en fait à la base, est un petit peu passé au second plan. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'entre-temps, j'ai découvert un sous-genre qui s'appelle le mondo, que je connaissais absolument pas quand j'avais vu Cannibal Holocaust, donc il y a 20 ans en arrière pour la première fois. Et je pense que pour vraiment comprendre pourquoi ce film existe et en fait à quel point il a pu impressionner les gens et rester surtout dans les mémoires, il faut vraiment revenir en fait sur ce sous-genre et comprendre en quoi il a pu intéresser Ruggero Deodato, donc le réalisateur de Cannibal Holocaust. Ruggero Deodato, c'est un mec en fait qui a été formé par Roberto Rossellini, avec qui il a fait je crois 6 ou 7 films en tant qu'assistant réalisateur. Donc c'est un mec qui vient indirectement du néoréalisme italien et qui a toujours en fait été intéressé par la notion de réalisme à l'écran. C'est quelqu'un aussi qui a connu la Seconde Guerre mondiale et qui a eu une enfance un peu particulière, a été confronté à pas mal de scènes horribles et de morts. Et du coup, ces deux trucs-là se retrouvent dans pas mal de ses films. Même s'il se défend être un réalisateur de films d'horreur, ça c'est vraiment un truc qu'il a accepté entre guillemets au début des années 2000, quand pas mal de personnes lui disaient mais en fait il faut que tu ailles dans des salons, des conventions, merci, ouais. Parce que t'es un réalisateur culte en fait. Et lui disait non, je suis pas réalisateur d'horreur, je réalise plein de trucs, je fais des comédies, je fais des drames, je fais ci, je fais ça. Et les mecs en face lui disent non, mais en fait pour tout le monde en fait, tu es le réalisateur de Cannibal Holocaust et il va falloir que c'est trop tard mec en fait, il va falloir que tu l'assumes, tu vois. Ouais. Donc voilà, enfin ça a été acté que et il a assumé 20 ans après la sortie du film, quoi. Et au final il a assumé, ouais. Et il en a pas mal joué aussi. Ouais. Et le truc c'est que au tout début des années 70, il y a donc le genre du mondo qui commence sérieusement à s'essouffler. Alors le mondo, c'est un truc qui est né je crois en 62 ou en 64 avec un film qui s'appelle Mondo Canet et qui était passé au Festival de Cannes d'ailleurs, et dont le principe en fait est de réaliser une espèce de faux documentaire
sur des trucs un peu trashouilles, un peu dégueulasses, un peu déviants, bizarres, horribles, sous couvert d'informations. Mondo Cane, donc le film avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était réalisé par Franco Prosperi et Gualtiero Jacopetti. Et donc, sous couvert d'informations, on assistait à des trucs dégueulasses pendant une corrida, à des gens qui se flagellaient, à des espèces de reportages complètement bidonnés sur des tribus indigènes qui faisaient des rites bizarres. Enfin, c'était... aujourd'hui, en fait, le truc tient absolument pas la route. Enfin, tout est archi bidonné de A à Z. Et ce qui faisait que ces films-là, en fait, pouvaient tenir la route, c'était que les gens n'avaient pas forcément accès à autant d'informations que ce qu'on peut avoir en fait aujourd'hui via Internet. Donc, de tous les genres qui font le cinéma bis, je pense que vraiment, le Mondo, c'est typiquement le genre absolu qui ne pourra jamais faire de comeback. Comme de temps en temps on se tape des petits revivals du slasher, du survival, de ci, de ça, mais vraiment le Mondo, très clairement pour moi ça ne pourra jamais revenir. Et du coup en fait après Mondo Cane il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes, et donc les mecs qui ont fait Mondo Cane, donc Jacopetti et Prosperi, se sont tirés une balle dans le pied à force de faire un petit peu toujours la même chose. Et en 71 ils ont sorti un film qui est absolument abominable, qui est pour moi je pense peut-être le pire film que j'ai vu de ma vie. Et pourtant je l'ai vu à l'Institut Lumière, j'ai jamais vu une salle de cinéma se vider à une telle vitesse. Enfin bref, le film s'appelle Goodbye Uncle Tom, et c'est un petit peu peut-être pas l'arrêt définitif, mais c'est le moment où vraiment le Mondo a commencé à se casser la gueule. Et début des années 70, c'est le moment où le genre commence aussi à muter et à se transformer en ce qui est en fait le genre de Cannibal Holocaust, c'est-à-dire le film de cannibale. Donc les petits reportages un peu bidonnés avec des cannibales qui faisaient des trucs bizarres dans les mondos devient un genre à part entière, donc le film de cannibale. Et le premier film de cannibale officiel italien, c'est un film de Umberto Lenzi qui s'appelle Le Pays de l'exorcisme, qui est pas forcément très bon, mais du coup ça va donner une impulsion pour les suivants. Et Ruggero Deodato va se jeter dedans avec un premier film qu'il réalise en 77 qui s'appelle Le Dernier Monde Cannibale, qui est l'espèce de brouillon de Cannibal Holocaust. Donc on retrouve pas mal de choses qui seront en fait reprises et développées dans Cannibal Holocaust, mais il y avait déjà ce truc de cruauté animale. Parce que le mec en fait a été sur la fin de sa vie confronté à pas mal de critiques dans des interviews, des conventions, des machins, et c'est vraiment un sujet avec lequel il n'était pas forcément très à l'aise, parce qu'à chaque fois qu'on abordait le sujet, il était pas rare qu'il s'énerve en justifiant le truc, en disant oui mais attendez, sur le tournage pour Cannibal Holocaust on passait notre temps à bouffer du poisson parce qu'on était à côté de l'Amazone, et au bout d'un moment on en avait ras-le-bol, donc il fallait qu'on tue des animaux. Et après je me suis dit quitte à les tuer, autant les filmer, autant les mettre dans le film. Sauf que non mec, nous en tant que spectateurs on n'a pas forcément envie de voir ça, tu vois. Donc toi ça te fait une scène en plus dégueulasse pour ton film d'exploitation, mais est-ce que ça se justifie? Non, à aucun moment, tu vois. Et du coup voilà, sous couvert en fait de montrer un truc qui se veut réaliste, parce qu'encore une fois le mec vient de là, il a clairement foutu les deux pieds dans le plat en matière d'exploitation dégueulasse et indéfendable. Mais par contre, là où mon avis en fait a changé, c'est que là où je le considérais vraiment comme une espèce de film absolument infect et dégueulasse, et voilà, une espèce de truc qu'il faut avoir vu dans sa vie mais après t'y reviens plus, aujourd'hui j'ai tendance à considérer que le film est presque bon. C'est un film culte, ça c'est indéniable, mais le film est presque bon parce que je voulais en fait savoir à la fin du visionnage, quand je l'ai revu il y a quelques jours, en fait quel était le rapport entre Ruggero Deodato et Franco Prosperi et Jacopetti, donc qui ont fait Mondo Cane. Et en fait j'ai découvert il y a pas longtemps que Ruggero Deodato adore les films de Jacopetti, et du coup voulait faire via Cannibal Holocaust une espèce de critique et en même temps de trucs dans la continuité des films de Mondo, mais tout en faisant entre guillemets l'inverse, c'est-à-dire que lui en fait disait voilà, les films de Prosperi et Jacopetti c'est totalement bidonné de A à Z. Moi je voulais en fait montrer la vérité et montrer en fait ce qui était vraiment un truc de cannibale ou quoi. Donc après je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il a joué là-dessus en faisant croire que tout ce qu'on voyait en fait à l'écran était vrai. Mais là aussi je pense qu'on développera un petit peu plus tard. Il se tire aussi une balle dans le pied en faisant exactement les mêmes erreurs qu'ont pu faire Prosperi et Jacopetti. C'est-à-dire que les mecs ont abusé en filmant tout et n'importe quoi et en montrant des trucs dégueulasses, racistes. Et
Deodato a fait juste exactement la même chose, quoi. Enfin, le mec se croit très malin en disant non, mais attendez, moi il y a un discours, il y a ci, il y a ça, je viens du néoralisme et tout. Mais le mec fait la même chose, voire même pire. Exactement. Et alors c'est super intéressant que tu dis justement qu'il a joué beaucoup sur le côté réaliste du truc, parce que alors il y a eu une légende urbaine qui circule, c'est qu'il a dû ramener les acteurs du film au tribunal italien parce qu'il y a eu des plaintes contre lui pour montrer qu'en fait il était bien vivant. Alors apparemment ce procès c'est faux de ce qui circule, il n'y a aucune trace du procès. C'est un auditeur qui nous en a parlé sur Twitter qui a dit qu'en fait il avait voulu écrire un bouquin dessus et en se renseignant il n'a jamais trouvé une trace de ce procès. Mais du coup Deodato a laissé la légende circuler parce que du coup ça vend très bien le film, hein. Le film au final à cause de ce genre de choses a quand même amassé 200 millions de dollars mondialement, ce qui est complètement fou pour un film d'exploitation italien, hein. C'est plus que The Flash actuellement au cinéma, rendez-vous compte. Et on a le budget ou pas de Cannibal Holocaust? 100 000 dollars. Ok. 100 000 dollars, 200 millions, c'est quasiment 2000 fois ce qu'ils ont investi. Donc gros succès. Il a au final assumé que c'était un réel de film d'horreur parce qu'en effet, la fin de sa vie, ça s'est concentré sur le fait de jouer sur le fait que c'était Monsieur Cannibal Holocaust en convention. Il faisait payer des autographes. Il venait en festival pour représenter le film. Il a même lancé un projet de jeu vidéo Cannibal Holocaust qui n'est pas encore sorti, mais qui est en développement. Donc c'est dire. Et je te rejoins totalement en fait sur le fait que c'est presque un bon film parce que je trouve la deuxième partie du film, la partie où on voit les rushs filmés par l'équipe de journalistes, incroyable en termes de menaces qui commencent à monter petit à petit, genre l'expédition qui devient de plus en plus merdique, quoi. Ça commence par une migale, d'un coup on ampute un pied, on perd le guide, ils sont tous de plus en plus sales, ça crie, il y a une panique, c'est filmé du coup comme un documentaire, la caméra est toujours sur les visages qui sont en train de se rendre compte qu'ils sont foutus quoi qu'il arrive. Et là, j'ai vu un talent de réalisation que j'ai pas retrouvé dans 3/4 des autres films de Cannibal. Et c'est trop dommage parce que le film il est terni à côté par des choix de merde, donc les animaux évidemment, les viols, etc. Des choix purement d'exploitation, hein, comme on l'a souligné avant. Et c'est très 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 dommage parce qu'à côté je trouve qu'il tient vraiment la route. Il a un petit défaut de rythme, c'est-à-dire que la première partie je la trouve vraiment chiante. L'expédition qui va dans la forêt pour retrouver les rushs. Bon. Ça aurait carrément pu être coupé de 10 minutes, mais c'est typique de ce genre de film de tirer un peu la pellicule, tu vois. Bon, bah, tu te tapes un quart d'heure de mecs qui marchent dans la forêt avec des sortes de visions documentaires des Amazones. J'ai un gros souci avec la représentation des tribus qui existent vraiment. Les tribus qui sont dans le film déjà n'ont pas été... Les Yamatamos, Tomos, je sais plus personnellement. Voilà, mais c'est qui existent en fait, des tribus qui existent vraiment dans la vraie vie, qui sont pas du tout comme ça, qui sont beaucoup plus sympas. Voilà, c'est dommage. Voilà, elles sont pas fans de manger les gens comme ça gratuitement. Mais bon, c'est aussi un truc typique de l'époque, quoi. Hein. Je ne leur en veux pas pour ça, je leur en veux pour les animaux, évidemment. Et ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie d'aimer ce film et de le voir comme le chef-d'œuvre qu'il aurait dû être en tout cas, mais malheureusement en fait sa réputation elle tient vraiment que sur 2-3 pauvres scènes choc et c'est dommage. Je dis pas que c'est basé sur du vent parce qu'il y a vraiment 2-3 séquences qui sont complètement folles. Il y a un mec qui se fait couper la bite à un moment, j'avais oublié ce plan et à chaque fois que je le vois il me fait mal, et cette tension qui monte petit à petit dans le dernier quart d'heure avec d'un coup ce cut sur les gens qui matent les rushs et avec ce gros blanc et le mec qui se frotte le front. Bon, ok, c'est trop bien. Cette scène elle est incroyable, oui, ils sont dans un silence et tout le monde se lève pour sortir de la salle et en fait c'est ce que disait Mathieu, on en a parlé un peu, c'est que toi en tant que spectateur t'es exactement dans cette situation. Mais oui, c'est l'intelligence du film de te foutre dans de te mettre dans le film en fait par les yeux des mecs qui regardent les rushs et c'est super intelligent parce que ça te donne une sorte de couche en plus de réflexion. Et moi j'adore le found footage et donc c'est les graines du found footage. Non mais c'est là je fais On vous ment représente. C'est vraiment c'est un film qui a posé des bases du found footage et qui utilise le found footage de manière, je trouve, super intéressante. J'en reviendrai plus tard, mais surtout sur la manière dont c'est vital pour l'équipe de filmer. Je trouve que il y a vraiment un propos qui est intéressant. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon found footage. Totalement. En fait, c'est ça. C'est un film séminal sur tout ce qui allait se passer après. Et c'est l'intelligence du film, et c'est pour ça, je pense qu'il est retenu plus que d'autres films de cannibales qui ont quand même bien marché. Je pense à
Sa concurrence, Cannibal Ferox d'Umberto Lenzi, et à sa suite, Massacre dans la vallée des dinosaures. Alors moi, je vous l'avais déjà dit en privé, je le redis, mais j'ai toujours préféré Cannibal Ferox parce que en termes de gore et de choc, la dernière demi-heure m'a plus chopé que Cannibal Holocaust. Alors c'est beaucoup moi, moins... il m'a endormi. Psychopathe. Il m'a endormi parce que en vrai, j'ai l'impression que... Cannibal Ferox, c'est une espèce de best-of sans imagination de tout ce qui a précédé en termes de film de cannibale. Tu retrouves une scène avec un serpent qui bouffe une petite bestiole, comme dans le dernier Monde Cannibal de Deodato. Tu retrouves une tortue qui se fait fracasser à coups de machette, comme dans Cannibal Holocaust. Tu retrouves en fait plein de trucs qui sont issus des précédents films de cannibale. Et du coup, voilà, Lenzi, si je le compare à Deodato, clairement, pour moi, il est clairement en dessous. Et de toute façon, Lenzi, c'est pas forcément un réalisateur qui est connu pour être un gars qui révolutionne le cinéma ou quoi. C'est l'avion de l'apocalypse quand même. Oui, voilà. Mais c'est le mec a pas vraiment de chef-d'œuvre définitif à son actif. Tu vois, quand tu penses à Deodato, tu penses à Cannibal Holocaust tout de suite. Quand tu penses à Dario Argento, t'as plein de films qui te viennent en tête. Quand tu penses à Lucio Fulci, pareil, tu vois. Mario Bava, j'en parle même pas. Lenzi, c'est plus compliqué. Lenzi, le mec a tapé dans tous les genres. Mais à chaque fois, il est arrivé trop tard, et à chaque fois qu'il s'est attaqué à un genre, il a fait que copier ce qui a été fait précédemment. Je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que Cannibal Ferox, en fait, c'est pas un mauvais film. C'est pas, j'ai pas passé un mauvais moment devant, mais je me suis dit tout ce qu'il y a dedans, en fait, je l'ai déjà vu. Et en plus, le mec refait exactement les mêmes conneries qu'ont fait tous les réalisateurs qui l'ont précédé, c'est-à-dire faire des meurtres d'animaux, là où le mec aurait pu avoir un cerveau et aurait pu faire. Il aurait pu se mettre au-dessus du genre. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Et il a totalement raté le truc. Et je suis d'accord aussi qu'il arrive toujours trop tard. En fait, quand Umberto Lenzi tape dans un genre, le genre se finit automatiquement. C'est ça. C'est la mort du genre. Mais je trouve Cannibal Ferox, en fait, plus féroce, littéralement. Dans sa dernière demi-heure où tout le monde se fait massacrer et il y a des kills dedans qui me hype un peu plus. En fait, en termes de film d'exploitation, Cannibal Ferox, pour moi, fonctionne mieux dans sa démarche de tout plagier, de foutre tout. Voilà. Peut-être que du coup, t'as pas la même démarche en tant que spectateur. Et c'est pour ça, peut-être que le premier quart de Cannibal Holocaust t'ennuie, c'est parce que tu viens là pour voir des trucs trash et tu les attends en fait. Voilà. Alors que moi, je trouve que c'est une mise en abîme hyper efficace. Au contraire. Ah mais bien sûr. Moi, la première fois que je vois au Cannibal Holocaust, je m'attends pas à ça. Je m'attends vraiment à me faire bousculer dès le début, à la réputation du film. La tête, et finalement, je rentre dans une enquête et je suis à fond dedans et je veux savoir ce qui se passe. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu de si terrible pour que les mecs se soient fait bouffer. Donc à la fin, j'ai vraiment envie de voir les images. Voilà, donc, bien sûr. Il y a une gestion de l'intrigue, surtout comparé à Cannibal Ferox, où pour le coup c'est vraiment des mecs qui vont dans la forêt, des cannibales et basta quoi. Mais voilà, c'était le point film de Cannibal. Après aussi, Cannibal Holocaust est tellement plus connu qu'il y aura toujours plus d'attentes sur ce film, malheureusement. Sa réputation est tellement grande qu'en fait que pour moi elle supplante le film, elle est vraiment au-dessus et ça joue contre lui, malheureusement. Dario, de ton côté, t'en as pensé quoi du film ? Alors moi, je crois qu'on est deux à vraiment aimer ce film ici. Moi, c'est un film que j'aime vraiment bien. Évidemment, malgré les déboires du tournage, tout ce qui est à part en fait, qui est vraiment qui part de la création du film. Mais en tant qu'objet du coup filmique, je trouve que c'est vraiment très intéressant, surtout que bon après ça a été vu plein de fois depuis, mais pour le coup en 1980 c'est assez fou. Je te rejoins un peu Romain sur la première partie dans le sens où je trouve qu'elle est pas très bien rythmée, mais par contre thématiquement c'est hyper important de mettre ça en place dès le début. Bien sûr. D'ostratiser les cannibales de tout de suite. Il y a une espèce de choc culturel en fait où tu dis ok le film me montre qu'en fait je suis pas censé trop comprendre leur culture et tout. Et que les documentaristes qui viennent faire un documentaire sur eux, c'est un peu les petits enfants de l'Amérique, le documentariste qui va avoir un Oscar plus tard dans sa vie, donc c'est censé être le héros de l'Amérique, tu vois, donc thématiquement c'est hyper important pour que justement à la fin le film détruise leur image quand on voit les vraies images. Et je trouve qu'il y a des trucs, il y a des petites subtilités que j'avais pas captées, je crois, au tout début, la première fois que j'ai vu le film. Mais typiquement le réalisateur du documentaire qu'on voit dans le film, quand il se retrouve face à la femme qui est sur un piquet, il y a tout un passage où en fait il sourit de ouf et après il se dit ok donc là on va filmer, et il y a un truc dans le jeu en fait des acteurs que je trouve hyper juste, et ce passage là ça fait vraiment genre je vis pour les caméras. Il est content de trouver son image et de voir son moment à lui en fait.
Et du coup, tu sais, il sourit, il est content, et d'un seul coup, vraiment, il fait genre le truc de théâtre où on met la main devant le visage pour avoir le visage neutre, et il fronce un peu les sourcils, et il prend une voix grave, et il fait une espèce de voix en mode la nature, c'est ça, on meurt et tout. Vraiment un discours un peu osef de ouf. La force de ce moment, et du film, c'est que ça se réverbère dans le temps, et encore plus d'actualité. Je pense à l'incident Logan Paul en 2018. Ah oui, oui. Donc, Dans la forêt au Japon. Logan Paul, célèbre youtubeur, un des plus grands youtubeurs de la plateforme, ancien Viner, pas réputé pour être très intelligent, le pauvre garçon. Il est un peu con, on peut le dire. C'est ça, il faisait des vlogs tous les jours, donc il se filmait, il voyait ses journées, on voyait ce qu'il faisait, etc. Il a fait un voyage au Japon. Ils sont allés dans la fameuse forêt des suicides au Japon, et en fait, il a filmé un cadavre d'un mec suicidé, et il s'est filmé en train de réagir en mode oh my god, etc. C'est le youtubeur américain qui réagit, ouais. C'est ça, live reaction, on trouve un mec qui s'est suicidé. Ouais, avec ses potes et tout, il y en a qui font un peu des blagues ou qui sont bizarres, donc ouais, il y a vraiment ce délire-là. C'est ça. C'est vrai que je n'avais pas fait le parallèle, mais t'as raison. C'est con parce que je déteste le film pour ce qu'il a fait pour le tournage, pour Ruggiero, qui est aussi un connard dans la vie, etc. Mais quand tu prends ce que montre le film, et que tu l'extrait, et que tu prends que ça, bah c'est super novateur en fait. C'est juste. Et il y a vraiment un truc de justesse dans le ton du film quand même, et dans les jeux d'acteurs. En fait, je me suis pas renseigné, mais les acteurs du film, je trouve qu'ils jouent tous vraiment très bien, quoi. Après, ils étaient forcément, j'imagine, dans un film où ils ont que dalle, ils ont $100 000, ils sont en pleine forêt amazonienne, je sais pas combien de temps ça mal nourris, conditions horribles, il vomit. En plus, je sais que la scène où il tue la tortue, là, l'actrice, ça se voit sur sa gueule qu'elle est pas bien, quoi. Que c'est... C'est du vrai vomi, quoi. C'est ça. Rajoute qu'ils ont pas tous été bien payés. D'ailleurs, les natifs ont pas du tout été payés. Faut faire un petit point sur Ruggero Deodato et sa gestion des tournages et sa gestion humaine. Sur Ruggero Deodato tout court, quoi. Oui, voilà, parlons-en. Humainement, les fans d'horreur le voient comme Monsieur Cannibal et le voient comme une légende. Ça n'a jamais été un mec très 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 bien vu par toute la profession, pour des raisons évidentes. C'est un connard. Voilà, il suffit de lire 2-3 interviews de lui ou 2-3 histoires de tournage pour comprendre que le mec était un tyran qui s'en battait un peu les couilles de tout le monde et qui traitait les gens comme de la merde. Voilà, c'est terrible. Il est zéro modestie d'ailleurs. On a regardé Deodato Holocaust hier. Et pour lui, tous ses films sont excellents. C'est juste les gens, ils sont trop cons, ils ont rien compris. Oh là là, ce film, ça c'est le meilleur qu'il ait fait, c'est tous les meilleurs. Voilà, à chaque fois, il est très très fier de lui, quoi. Aucune remise en question sur absolument rien. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de ce petit documentaire, on se dit bon voilà, le mec a un ego assez prononcé quand même, mais c'est le bon petit papy qui revient sur sa carrière, enfin tout va bien, machin. Et à la fin, il y a quelqu'un je crois qu'il doit une femme, ouais, qui lui pose une question sur Cannibal Holocaust et sur les animaux, et le mec pète un câble. Il pète un câble et il commence à la prendre à partie en disant oui mais moi machin j'étais confronté à la mort quand j'étais gamin et tout, et aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui la mort ils savent pas ce que c'est et tout. Le wokisme. Ouais, et en mode vieux pépé casse-couille, et du coup le documentaire se termine comme ça, et là tu dis ah ouais ok d'accord, en vrai Deodato c'est cette espèce de bruit de couloir comme quoi le mec a un caractère difficile. Non, c'est pas un bruit de couloir, c'est vraiment c'était ça. C'est réel. Ouais, c'est réel. Et le truc, c'est que quand on le croisait en convention, quoi, le mec était adorable et tout, machin, les selfies, les trucs, il chante avec toi, tout va bien. Mais par contre, sur un plateau de tournage, ou quand tu l'interviews par rapport à des trucs qu'il a pas envie d'aborder, le mec était vraiment un sale con, quoi. Petite précision aussi, d'ailleurs, ouais, si vous voulez découvrir en fait le reste de sa carrière, il y a Az l'épouvantail en fait sur YouTube qui a fait une longue vidéo sur Deodato qui dure une bonne heure, je pense, de mémoire. Et je crois qu'il revient sur l'intégralité de ses films. Donc voilà, c'est Deodato, c'est pas que Cannibal Holocaust. Il a aussi fait pas mal de trucs avant et après, mais ça reste quand même quelqu'un d'assez contesté, d'assez compliqué, quoi. Et il y a des histoires de violence conjugale aussi sur Deodato. Oui, donc, les femmes, c'est pas son truc. Non. C'était juste un petit point sur le réel. On va pas laisser ça influencer le film. On en a tous dit ce qu'on en pensait. C'est juste qu'on voulait remettre un peu les termes, dire les termes sur lui. Je veux juste rebondir sur quelque chose que disait Dario. La fameuse scène, tu parlais du jeu des acteurs dans la scène où ils trouvent la femme empalée. Moi, je me suis toujours posé la question, et à chaque fois que je vois le film, je suis pas sûre qu'ils la trouvent. Moi, je me demande s'ils l'ont pas empalée eux-mêmes. Franchement.
Parce que j'ai pas pensé à ça. ouais, parce que il joue, C'est possible. il joue vraiment. Ouais, mais le film l'aurait montré, je sais pas, vu la démarche un peu de démystifier justement. C'est un effet, c'est un effet spécial pratique. Je pense que ça aurait été compliqué à voilà. Ouais. Mais la manière dont il joue faussement le oh mon dieu c'est horrible, t'as vraiment l'impression qu'en fait c'est plutôt une mise en scène quoi. Je l'ai toujours interprété comme ça moi personnellement. Et moi je l'avais interprété comme, mais peut-être que je me trompe avec la femme qu'on voit au tout début avec la fameuse scène de viol dans la boue là. Ouais. Mais je me suis dit que c'était sûrement la femme que eux avaient violée parce qu'il dit que c'est un espèce de rituel. De rituel. Oui, mais c'est dit, hein. C'est la femme c'est l'autochtone qui viole eux-mêmes dans le champ là. C'est ça. Donc oui, pour moi c'était pas eux qui l'avaient mis en scène, mais je l'avais pas vu comme ça, mais du coup prochaine fois que je le regarderai dans 5 ans, je garderai ça en tête. Je vous pose la question un peu à tous, comment vous l'interprétez, parce que moi c'est un truc qui m'a toujours interrogé. Je sais pas trop où il est je l'ai pas interprété comme ça. Moi, ma question principale quand j'ai vu ce plan qui est devenu iconique en fait, où tu vois cette nana qui est sur le pieu, c'était est-ce que là c'est réel ou pas. En fait, c'est là du coup je me dis que le film Ma Brain, c'est que c'est un cadavre qui est un peu réaliste quand même, je trouve, et on voit très peu en fait que c'est l'autochtone qu'on a vu avant. Bah, le procès c'était sur cette scène là, je crois. C'est ça. Il y a 2-3 plans aussi vers la fin un peu énervés, donc voilà. Cette image, en fait, pour moi, c'est vraiment une des plus célèbres de l'histoire du cinéma d'horreur, parce que même si tu n'as pas vu Cannibal Holocaust, tu connais, enfin, t'as déjà vu passer cette image d'une femme empalée de part en part. C'est ça. Sur l'affiche, sur des sites. Voilà, sur l'affiche, elle est vraiment, elle est absolument monstrueuse, quoi. Alors qu'apparemment, le trucage est extrêmement simple, c'est juste une femme assise. Je crois que c'est la costumière en plus. C'est une costumière. Peut-être, ouais. C'est juste en fait une femme assise sur une selle à vélo, donc qui est dissimulée entre ses fesses, et qui se tient la manière la plus droite possible, avec un bout de bois en fait qu'elle tient entre ses dents, et elle essaye de faire en sorte que les deux soient alignés pour faire croire qu'elle est transpercée en fait de part en part, quoi. Et le truc c'est que c'est horrible. Sacrés abdos. Mais moi je regardais en fait limite je voulais faire image par image, quoi, voir si est-ce qu'on la voit respirer, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle machin. Putain, rien, quoi. Ouais. Et rien. Et je pense qu'il y a aussi ça qui fait que ça a dû jouer, parce que l'effet en fait est tellement réussi qu'on se dit ok, c'est forcément un cadavre. Alors qu'en fait non. C'est juste un effet tout bête, quoi. Preuve encore qu'on pouvait se dispenser de cruauté animale, parce que il arrive à faire un truc de ouf avec 3 bouts de ficelle. Donc, c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est super frustrant. Et du coup, Lily, t'en as pensé quoi au final? Moi j'aime beaucoup ce film. Paradoxalement, et je trouve qu'on parle beaucoup de la critique des sociétés modernes dites civilisées par rapport à la société tribale présentée dans le film, comme quoi le sauvage n'est pas celui qu'on croit et que la violence est plutôt le fait de nos sociétés occidentales, alors que le film est complètement raciste. Mais moi, ce qui me fascine, c'est plutôt le propos sur la société de l'image et le sensationnalisme des médias. Parce que, comme tu l'as dit, Dario, le film, il choisit de mettre en scène des reporters américains, ce qui est une nationalité pas anodine, hein, comme tu l'as souligné encore une fois, parce que dans la culture anglo-saxonne, le journaliste, c'est le défenseur de la démocratie, c'est celui qui apporte la vérité au public, et c'est l'exact inverse de ce qui se passe dans le film. Or, alors, pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'ai pu observer quand j'étais étudiante en journalisme, puis jeune journaliste, que les gens dans ce métier, ils ne supportent pas l'idée que l'image n'est pas neutre. Parce qu'en vrai, quand tu réfléchis un petit peu, la neutralité journalistique, ça n'existe pas. Selon ta culture, ton environnement, ta nationalité, t'as un point de vue et tu vas forcément orienter l'information dans ce sens, inconsciemment ou pas. Et au cinéma ou à la télévision, on donne du sens aux images par le montage. Et dans le film, on voit les images brutes sans le montage. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la malhonnêteté des reporters, donc qui provoquent eux-mêmes un incendie, qui violent une femme, qui pour moi l'empale. Et tout ça pour ramener des images vendeuses d'une tribu soi-disant violente et sauvage, même si à la fin la direction de la chaîne se rend compte que c'est décemment pas acceptable de diffuser ce documentaire. Là, moi, il y a un truc qui pour moi est fantastique dans ce film, c'est qu'on préfère détruire les images pour que la vérité ne soit jamais découverte. Donc pour moi, en fait, Cannibal Holocaust, il nous dit que les médias préfèrent ignorer les problématiques éthiques pour créer de l'audience, certes. D'ailleurs, il y a un carton à la fin qui nous dit qu'un projectionniste a cédé à l'appât du gain en diffusant ce film. Oui. Mais le film dit aussi qu'on préfère cacher la malhonnêteté des images pour ne pas porter atteinte à la figure du reporter en voulant brûler les bandes. Et moi, je trouve ce postulat assez vertigineux dans un film pourtant très putassier et très problématique. Parce que, effectivement,
Le bémol, comme l'a dit, je crois que c'est Mathieu qui a dit ça au début du podcast, le bémol, c'est que le film fait exactement ce qu'il dénonce, quoi. Il y a un moment qui est génial, que j'avais pas forcément percuté les premières fois que j'avais vu le film, mais qui pour moi en fait résume tout. C'est au début, c'est dans une discussion quand l'explorateur discute en fait avec les mecs de la chaîne de télé, où en fait il parle des précédents films réalisés par donc le mec qui est disparu en Amazonie, et on voit là très clairement que ce qu'a réalisé le mec jusqu'à présent, c'est clairement c'est du Mondo. C'est du Mondo Movie. Et c'est un documentaire de guerre à moitié en Afrique. C'est un truc de guerre où en fait on voit des exécutions, des mecs sur des poteaux se faire tirer dessus. Et très clairement, c'est des films de Prosperi Giacopetti, quoi. Et du coup, le film qui s'appelle The Last Road to Hell, donc typiquement le genre de titre que pourrait avoir un Mondo, quand en fait on voit des extraits de ce truc-là, il y a quelqu'un qui dit, je crois, mais c'est absolument dégueulasse, c'est horrible et tout. Et le gars de la télé, il finit, en fait, non, tout est faux. Tout est bidonné et tout, et en plus il faut qu'on ait des trucs à diffuser, même si on sait que le réalisateur qui a fait ça, c'est un connard, quoi. Et du coup je trouve ça marrant que ça soit une espèce de encore une fois, c'est Deodato qui se tire dans le pied, quoi, parce que il critique en fait le Mondo pour son manque de réalisme, en disant les mecs qui font du Mondo c'est des connards, machin, tout ça, même si paradoxalement il les aime bien. Mais en fait le mec va faire exactement ce qu'il critique dans son propre film, en faisant des trucs dégueulasses pour Cannibal Holocaust, quoi. Amélie, tu veux continuer ? Effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans ce film en particulier, c'est, vous en avez parlé, c'est le rapport aux images. En plus, c'est quand même un des premiers found footage. Historiquement, il se situe quand même dans les premiers à faire ça. Et il y a un vrai problème dans le found footage, c'est comment on justifie que la caméra tourne. Parce que quand tu vis des choses atroces, quand tu es poursuivi par des cannibales, comment tu justifies que la caméra tourne encore ? Parce qu'à un moment, filmer n'est plus le centre de ton action. Et là, Deodato a fait un truc qui est vraiment intéressant, parce que pour moi, tous les films parlent de cinéma. Hein, je ne sais plus qui a dit ça, mais il fait de ses réalisateurs des vampires de l'image, en fait. Ils ne vivent que pour l'image, ils ne vivent que pour tourner, et ils ne vivent que pour avoir une image choquante. Et ils sont atroces, ces personnages. Ils sont voyeurs, ils sont exhibes, ils sont violents, même entre eux. Ils sont très violents entre eux. Leur rapport interpersonnel dans le groupe fonctionne sur le fait qu'ils se filment entre eux. Qu'ils se filment entre eux nus, qu'ils se filment entre eux en train de chier, en train de manger. En fait, leur rapport interpersonnel passe par la caméra. Et quand il chope cette autochtone et qu'il la viole, la femme du groupe est hors d'elle, mais pas parce qu'il viole une femme, parce qu'il gâche de la pellicule. Et en fait, la pellicule, je crois que c'est le scientifique qui va essayer de les retrouver. Il dit les autochtones, ils les ont gardés parce qu'ils pensent qu'à l'intérieur, il y a le pouvoir des Blancs, parce qu'ils les voyaient, en fait, ils voyaient l'équipe de tournage garder très précieusement ces choses-là. Et ils ont raison. Ils ont raison, le pouvoir de cette équipe-là tient dans leur pellicule, tient dans leur capacité à filmer. Et c'est pour ça que même quand ils se font attaquer à la fin par les cannibales, ils filment la mort des leurs, parce que c'est le pouvoir des images qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont comme pouvoir. Et Deodato dit quelque chose du cinéma là-dedans. Lui-même a gagné en pouvoir avec ce film atroce, quoi. Lui-même, c'est sa capacité à filmer des trucs atroces qui fait de lui et un réalisateur connu et un monstre, un peu un vampire de l'image, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce film. Le cannibalisme, c'est le cannibalisme de la caméra. C'est pas le cannibalisme du fait de manger de la chair. Et c'est pas ce vieux truc à la fin de sa question un peu à la con de qui sont les cannibales. Qui sont les cannibales ? Est-ce que c'est le spectateur qui regarde ce film atroce ? Est-ce que c'est le réal qui le tourne ? C'est un cannibalisme qui est métaphorique, quoi, et c'est ce qui fait que le film est pour moi hyper intéressant, parce qu'à chaque fois que je le revois, j'y vois de nouveaux aspects et j'y vois des nouvelles couches encore. C'est une sorte de poupée russe du found footage. En plus, c'est un spectateur qui regarde un film sur un mec qui fait lui-même un reportage sur des gens qui ont fait un reportage. C'est un truc qui est assez courant dans le found footage aujourd'hui, mais pour l'époque, faire cette imbrication de film dans le film, ça fait qu'il y a des messages un petit peu intéressants sur
sur l'image et sur le cinéma, quoi. Surtout sur des films qui devaient juste de base vendre et choquer. C'est pas ce genre de film où tu t'attends à ce qu'il y ait en fait un peu de réflexion sur le média. C'est ça qui est fou. Non, parce qu'en vrai, la structure des films de cannibales, c'est toujours un peu la même. Hein. C'est toujours une équipe de jeunes occidentaux qui partent dans la jungle et qui se font fracasser par des cannibales. Là, on a, ce que tu disais, Amélie, en fait, un procédé de film dans le film. Et pour moi, en fait, c'est pas tant un grand film sur le gore et la limite de ce qui est montrable en fait à l'écran qu'un film en fait sur le voyeurisme. C'est la question du regard. Pour moi, en fait, elle est centrale dans ce truc-là. C'est qui regarde et jusqu'où en fait on peut regarder et jusqu'où en fait c'est tolérable. Jusqu'où en fait nous en tant que spectateurs on peut accepter ce qui est à l'écran et dans le film jusqu'où une chaîne de télé est prête à aller pour diffuser un truc pour faire de l'audience quoi. Il y a pas mal de questionnements en fait là-dedans qui sont je pense quand même assez intéressants et qu'on retrouve pas forcément dans tous les films de cannibales qui ont précédé ou qui viendront après Cannibal Holocaust quoi. Et à mon sens c'est aussi ça qui fait que 40 ans plus tard on est encore en train d'en parler. Je pense encore une fois que c'est pas tant un film intéressant pour les limites de gore qui repoussent en fait par rapport à tout ce qui a précédé que le sentiment de malaise qu'il arrive en fait à créer par rapport à cette notion de regard qui va nous mettre mal à l'aise par rapport à nos propres limites et aussi par rapport à des trucs de pure mise en scène parce que voilà le found footage le truc caméra à l'épaule c'était pas non plus quelque chose qu'on voyait très souvent en fait à l'époque. Enfin, Cannibal Holocaust d'une manière générale est souvent considéré comme étant le premier found footage en fait de l'histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça je sais pas. Mais par contre, le fait aussi que à l'époque toute la scène finale soit caméra à l'épaule, que ça gesticule dans tous les sens et que ça soit en même temps très très bien fait et qu'on voit et qu'on devine en même temps des trucs horribles. Je pense que ça a aussi contribué à mettre mal à l'aise pas mal de personnes. Et c'est ce qui fait aussi, je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se rappellent de cette scène finale, même si encore une fois, c'est pas non plus la plus gore du film. Il y a pas mal de choses horribles qui sont arrivées avant, mais je le trouve très très bien réalisé, très bien construit. Est-ce que c'est une volonté propre de Deodato ? Est-ce que c'est un petit peu par hasard que voilà, on arrive à ce résultat ? Je pense qu'on saura jamais, mais dans tous les cas, c'est pour moi. C'est jamais un film en fait qui pourra faire l'unanimité dans le sens où il y aura toujours des personnes qui, à juste titre, trouveront que le film est une merde infâme, et de l'autre des personnes qui diront voilà, enfin c'est un chef-d'œuvre en fait du cinéma d'horreur. Je pense que la vérité, elle est vraiment entre les deux. Mais voilà, pour moi c'était important qu'on s'y confronte un jour quoi. Moi je voulais juste revenir sur ce qu'a disait Amélie avant qu'on termine, où justement la scène de fin où le mec avec la moustache il se fait blesser par une lance. Le réalisateur il va le tuer lui en mode et justement il brouille tellement les relations en fait entre les personnages et l'importance de la caméra dans leur relation qu'on sait même pas s'il le tue vraiment pour lui éviter de souffrir après, pour avoir l'image ou si c'est pour avoir l'image. Et du coup, je trouve que c'est juste pour reparler de non, ce mais ils filment quand même leurs propres potes en train de baiser devant une foule ils filment devant la tribu, quoi. Ils ont un rapport à l'image. Le viol. Ouais, elle filme le viol. Mais même au début, c'est un peu annoncé parce que dès le début de l'expédition, elle sort de la douche, elle est entièrement nue. Ouais. Et en fait, il la filme, elle fait arrête de filmer et tout. Mais en fait, ils sont tout le temps en train de la filmer, elle. Dans des situations où elle-même elle est vulnérable, mais ça a pas l'air de la choquer plus que ça. Je sais pas, il y a un rapport entre eux qui est vraiment très malsain de toute façon. Ouais. Quand ils sont en train de baiser, en fait, il y a littéralement 20 indigènes derrière qui sont en train de les regarder et le mec en fait râle ou la fille, je sais plus, que leur pote est en train de les filmer, tu vois. Alors que vraiment derrière, il y a 20 personnes qui sont choquées de voir de blanc en train de calculer chez eux et ils ont rien demandé, tu vois. Je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux, notamment sur Twitter. Il y a eu soudainement beaucoup plus de réponses que d'habitude, donc je pense que c'est preuve que le film fait encore parler de lui. On a Variant Sidious qui nous envoie un film à voir absolument pour comprendre pourquoi, à quel point il est surcoté, ennuyant, mal foutu, mal joué, etc. Entre parenthèses, j'ai pas du tout aimé en résumé. Tu vois, directement ça met l'ambiance. Et cet avis, en fait, je l'ai eu x40, donc j'ai dû filtrer, mais il y a eu une réaction assez épidermique autour, à raison, on a quand même dit des arguments assez valables, je pense. William Bailey nous envoie « Mon avis, le fait qu'on parle encore de ce film, en bien ou en mal, plus de 40 ans plus tard, est une preuve de sa puissance avocatrice. J'ai l'impression que notre époque timorée en a encore plus peur maintenant qu'il y a 10-15 ans, et ça en dit long sur nous. »
Alors, on est borderline, c'est encore les woke, voilà. Mais je peux comprendre que notre génération, qui est quand même beaucoup plus renseignée sur les problématiques de racisme, de cruauté animale, etc. Tu vois même avec Logan Paul, mec, hein, c'est ça. Après, c'est notre je me génération. permets, Cannibal Holocaust, c'est un fan footage, on va dire, très connu du grand public quand même. Oui. Je peux vous assurer qu'en fan footage obscur, il y a des trucs bien pires que Cannibal Holocaust, vraiment, hein, et qui se font aujourd'hui, quoi. Les totalement. Japonais, ils y vont tranquille, hein, à côté Cannibal Holocaust, c'est gentil. Un jour, on parlera de Guinea Pig. Oui, et il y a des pays, où il n'y a pas de Mhm. réglementation sur la cruauté animale, hein, donc. Oui, totalement. Où on peut filmer ce genre de choses sans que ça fasse débat. Totalement. T'as cité les Japonais, c'est le très bon exemple parce qu'en effet, leur cinéma underground, pas que fun footage, hein, cinéma gore, etc. Quand ils s'y mettent, ils font des machins de psychopathes. Cannibal Holocaust est loin d'être le film le plus trash jamais fait. Je pense que c'est le film le plus trash jamais fait pour l'audience générale, en fait. Ça l'était en 80, mais aujourd'hui, voilà. Même en 80, je suis même pas sûr. C'est ça. Femme Like You nous envoie vu une fois pour pouvoir dire je l'ai vu, et une autre fois pour un devoir d'anthropologie sur la représentation du cannibalisme à travers le film Cannibal Holocaust. C'est un film passable qui, en dehors de ses scènes extrêmement graphiques, n'est pas très intéressant. Et je suis pas trop désaccord. Je suis pas d'accord, ouais. Allez-y, tapez dessus. Tous les arguments qu'on a donnés jusqu'à présent pour dire qu'on aime bien le film, c'est un peu l'inverse de ce que la personne vient de dire. Mais Par contre, si elle l'a analysé, comme on le sent dans son devoir là, par le prisme d'anthropologie. Ouais, effectivement, c'est très douteux. Mais là, c'est clairement n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment la vision d'un blanc européen des indigènes d'Amazonie, quoi. C'est ça, c'est les papous qui arrivent, qui tirent avec des sarbacane. Sûrement. Ils le disent, hein, âge de pierre plein de fois. Non, mais calmez-vous. Ça, c'est dans le dernier Monde Cannibal. Dans le dernier Monde Cannibal. Mais il le mentionne pas mal de fois, mais il y a aussi dans le documentaire Deodato Holocaust, à un moment donné, il dit voilà, mais j'ai beaucoup lu National Geographic, et en fait il ressort le magazine, puis il montre les photos, il dit voilà, c'est comme ça que ça se passe et tout. Mais après, est-ce qu'il s'est plus renseigné que ça? Je suis pas certain. Et encore une fois, je parlais du fait on oriente leur rotation selon sa culture et tout, et aussi selon l'état des connaissances. Donc c'est-à-dire qu'à cette époque, là, il y avait forcément une part d'exotisme et tout, parce que c'était des cultures qu'on connaissait mal. Et du coup, on s'en imaginait beaucoup de choses qui étaient fausses, en fait. Donc il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui joue et qui transparaît dans le film. C'est pour ça que le film a l'air d'être très raciste, mais pour l'époque, en vrai, c'était malheureusement un peu dans la norme. Malheureusement. Dans la moyenne. C'est ça, les mentalités ont évolué. Gravelax nous envoie un film d'honnête artisan qui a réussi, malgré lui, à rester pertinent avec le temps du fait de sa prédiction de l'appétence toujours plus grande des médias pour aller vers le sensationnalisme, à mettre dans la catégorie des films qui grandissent avec le temps. J'aime beaucoup cette phrase. Oui. Ouais, je suis d'accord. Totalement. Honnête artisan, je sais pas, mais oui, la fin, oui. Ouais, si, il a peut-être un peu raison, je trouve, parce qu'il a tellement fait de série B, Deodato. Il est ce qu'il est, hein, mais il a tellement œuvré dans le genre. Je pense que là-dedans, c'est honnête qui va pas, tu vois. Enfin, solide artisan, bon artisan, voilà. Très bien. Artisan. Honnête, c'est pas le mot que j'utiliserais pour qualifier Deodato, tu vois. Ouais, autant pour moi. Moi, j'étais sur artisan, en fait. Voilà. Il a pas dit artiste, il a dit artisan, donc il y a une différence aussi. Luciole nous envoie, je dirais ultimement, et après une profonde délibération interne, que j'ai pas vu le film. Voilà. Ludovic nous envoie surcoté, trop graphique pour être intéressant, et il y a le défaut d'avoir donné envie à Eli Roth de faire The Green Inferno. Ce qui est, je trouve, très très bien comme réponse, parce qu'en effet, Eli Roth, donc Hôtel, tout ça, s'est senti vachement pertinent de faire une sorte de remake hommage en 2014, 2015, 2016, je sais plus, qui est une vraie merde. Et c'est un fan footage ou pas? Parce que j'ai pas vu le film. D'accord. Non. Alors, il a pris l'essence du genre, des glands écolos qui vont faire les cons en forêt. Le message est très puant parce qu'il fait passer tous les écolos pour des gros cons. C'est bien sûr les capitalistes qui vont venir les sauver en rasant la forêt.
C'est pas bien filmé, c'est pas bien fait, il y a pas d'argent. Là aussi, on a une belle représentation de la communauté des Amazones, des natifs, tout ça. Donc c'est un pur plaisir. Je trouve que c'est de la merde. Eliros sur 20. Eliros sur 20. Ouais, en fait Eliros, vraiment. Voilà, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il y a débat. Le mec est bien plus doué en fait pour faire la promo de ses films, pour les vendre, pour les teaser que pour les faire en fait. C'est un vendeur. J'ai vraiment pas le souvenir. Oui, c'est un vendeur, c'est un très très bon vendeur. Mais est-ce que c'est un bon réalisateur ? Je suis pas sûr. Et Non. quand le mec en fait s'est lancé dans ce truc-là, je me suis dit putain, waouh, enfin faut quand même avoir sacrément confiance en fait pour faire une espèce de remake entre guillemets de Cannibal Holocaust, parce que c'est clairement un de ses films préférés. Enfin, en permanence, il aborde un t-shirt avec Cannibal Holocaust dessus ou des trucs sur Deodato. Et quand je suis allé le voir, enfin déjà la salle qui diffusait le film avait distribué des sacs à vomi, donc je me suis dit putain là ça va chier quoi. Et j'ai vu une comédie avec des proutes et tout. Enfin, c'était nul. C'est ça, mais c'est son défaut à Eliros. Bon, déjà, je pense qu'humainement, il ressemble beaucoup à Deodato, donc il y a une cohérence, d'après ce qui circule. Mais en plus, c'est qu'il se prend pour Tarantino, à vouloir piller un peu tout et à vouloir le recracher en mode je comprends le genre et je vous le montre. Alors que il comprend pas grand chose. Par contre, je soulignerais quand même que c'est un bon acteur, parce qu'il joue quand même dans le Inglourious Bastard, l'ours juif, il est parfait dedans, tu vois. Il a du talent quelque part, mais pas derrière la caméra. Et c'est frustrant. Non. On finira sur Chris Stup, qu'on salue au passage, qui nous envoie le mot de la fin qui est parfait. Une invitation au voyage, tout simplement. C'est vrai. Et n'hésitez pas à goûter les spécialités locales. Exactement. C'est la fin de cet épisode. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, James Carecast sur Instagram et Twitter, sur notre serveur Discord pour parler de films d'horreur dans la joie et la bonne humeur. Le lien est aussi dans la description de l'épisode. 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, et on se dit à vendredi prochain. Salut. Salut. Bisous. Ciao. À vendredi.